Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette édition spéciale du Web Journal de Radio-Québec, édition du 1er novembre 2022. On parle évidemment aujourd'hui de ce qui est en train de se produire au Brésil suite à l'élection présidentielle. Il y a Jair Bolsonaro qui n'a toujours pas concédé et ses partisans occupent différents espaces publics et parlent de fraude. Donc, ce qui est intéressant dans ce qui se passe au Brésil présentement, c'est qu'il y a des thèmes qui sont similaires à ce qu'on a vu au Québec en termes de fraude électorale et aussi de ce qu'on a vu en termes de fraude électorale aux États-Unis, notamment des problèmes avec les machines de vote, des problèmes statistiques, etc. On a quelqu'un avec qui on va discuter de tout ça. Il s'agit d'Antoine Bachelin-Sena, qui est un spécialiste du Brésil. Il a écrit le livre Bolsonaro de Myth and Lies. Il est intervenu sur différentes plateformes, y compris Radio Courtoisie, pour parler du Brésil. Alors, mais avant de passer à Antoine Bachelin-Sena, il faut dire qu'au Brésil, on a vécu une campagne très, très, très serrée et qu'il y a eu, c'est un peu les mêmes thèmes qu'aux États-Unis, des rapports de nombreuses irrégularités, fraude électorale à travers toute la campagne. Machine de vote qui ne laisse pas de traces papier, une police qui attrape des fraudeurs potentiels, etc. Des résultats qui sont statistiquement impossibles, qui défient la loi de Benford, on va en parler. Et finalement, le jour du vote, après une progression quasi linéaire de Lula vers la victoire, après après une sortie en force de Bolsonaro, une progression linéaire, statistiquement impossible de Lula vers la victoire, les médias qui s'empressent de déclarer le candidat mondialiste vainqueur sans aucune vérification ou possibilité de contestation. Là, on couronne Lula alors qu'il y a énormément de points litigieux, c'est-à-dire qu'il procède exactement comme aux États-Unis. D'accord. Alors, ça fait quelques jours que ça dure, depuis dimanche dernier. Et là, Bolsonaro était resté silencieux jusqu'à maintenant. Il a fait une déclaration il y a à peu près une demi-heure, une déclaration publique. Il n'a toujours pas concédé. Il a dit qu'il allait respecter la Constitution. Donc, on va en parler avec Antoine Bachelin-Sena. On doit dire que tout le monde au Brésil attend le rapport demain. L'armée doit produire un rapport demain sur l'intégrité électorale. Et voilà, donc sans plus tarder, on va passer à notre invité Antoine Bachelin-Sena. Bonjour, Monsieur Sena, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Oui, Sena, c'est le très même chaud en ce nom. moment. C'est le même nom que le coureur automobile, n'est-ce pas? C'est ça. Oui, oui, il y a un N en moins, oui, il y a un N en moins, mais c'est ma femme qui est brésilienne. Je suis marié avec elle depuis 10 ans, donc moi je suis français, mais ça fait 10 ans que j'habite ici, ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe présentement au Brésil? Comme on le disait en introduction, il y a Bolsonaro qui vient de sortir, il a fait une conférence de presse et on attend ce rapport de l'armée sur l'intégrité électorale, mais il y a beaucoup plus que ça. C'est ça fait des semaines et des semaines qu'on entend parler de corruption. Il y a le tribunal électoral qui est aussi, lui, pointé du doigt en termes de fraude et de possibles malversations. Alors, expliquez-nous un peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Tout à fait. Alors actuellement, le peuple est dans les rues, hein, les camionneurs, tous les responsables aussi de l'agro-business qui nourrit la moitié de la planète. Donc, c'est bloqué actuellement. Donc, on a 12 régions, on va le détailler plus tard, qui sont bloquées avec les principales autoroutes qui sont bloquées. Et avant déjà le premier tour, les principaux dirigeants de l'agro-business expliquaient que si Lula gagnait, c'était une fraude parce que le peuple n'était pas derrière lui et quand Lula allait dans les rues, il n'y avait personne derrière lui à ces manifestations et donc il voulait bloquer. Les dirigeants de l'agro ont dit déjà avant le premier tour que si Lula gagnait, ce n'était pas possible et ils allaient bloquer tout le pays. Donc voilà, c'est très chaud en ce moment, le pays est Donc, bloqué, c'est relayé internationalement. c'est dans une douzaine d'États et on peut le voir ici. Donc ici, libération, manifestation au Brésil, des axes routiers bloqués au lendemain de la défaite de Bolsonaro. Ils annoncent la défaite alors que Bolsonaro n'a pas concédé. Même chose ici dans la presse, des axes routiers bloqués par des partisans de Bolsonaro déçus de la défaite. Là, c'est pas du tout ça, hein, finalement. Ce n'est pas...
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas déçus de la défaite. On parle de fraude. Ils sont dans les rues parce qu'ils sont... Et là, la presse ne titre pas fraude parce qu'ils ne veulent pas nous mettre la puce à l'oreille. Mais ce qu'on voit sur les axes routiers, c'est des gens qui crient à la fraude. Exactement, ils sont aussi à d'autres endroits, ils sont devant des centres militaires, des casernes militaires aussi, justement, pour demander à l'armée de rétablir la justice, de rétablir l'ordre, donc demander une sorte de tribunal militaire pour enrayer ça. Et on attend, alors il y a Eduardo Bolsonaro, mais aussi Jair Messias Bolsonaro, qui a dit que les gens avaient le droit de manifester, donc le peuple avait le droit d'aller, de venir, mais avec beaucoup de calme. Sans casser, sans violence. Il l'a réitéré plusieurs fois, justement, on veut des manifestations dans le calme. C'est une information vraiment très importante qu'il a répétée justement pour montrer que que ce sont des manifestations très pacifiques, mais le peuple est mécontent. Oui, le peuple est extrêmement mécontent parce que ce n'est pas possible que Lula ait gagné. Il allait dans des manifestations, il avait peu de public, il ne faisait même pas de rallye comme Bolsonaro qui avait énormément de public. C'est la même chose qu'aux États-Unis et au Québec, c'est-à-dire que Trump se présentait dans des rallyes, il y avait des foules immenses, il y avait de l'enthousiasme. Joe Biden, lui, était caché dans le sous-sol, faisait des petites conférences de presse privées, il n'y avait personne lors de ses points de presse, aucune foule, aucun événement. Même chose avec François Legault, c'est-à-dire qu'aucun événement public, il se fait huer quand il sort en public, alors que le chef du Parti conservateur, lui, c'était des foules immenses, etc. Et un résultat, finalement, à la fin, un résultat qui surprend. On montre immédiatement des images de ces manifestants dans les rues au Brésil. Almirante Barroso em frente, segundo bis. Vem pra cá, Belém do Pará. Tá lindo, tá fechado. Olha isso, Belém do Pará. Sur ces images, ils sont en train de bloquer des autoroutes, c'est ça? C'est bien ce que je vois? Oui, c'est Belém do Pará, donc il l'explique à la fin, et il le dit que tout est fermé, donc on a 12 régions où les plus grandes autoroutes sont fermées. Les gens de l'agro, les camionneurs, et on a un peu comme ce qui s'est passé au Canada, la population aussi qui va apporter à manger aux camionneurs, qui apporte du pain, qui apporte du café, qui apporte des boissons, qui sont en soutien justement, en soutien et qui expriment ce n'est même pas une déception, c'est un vol, c'est une fraude, et tout le monde le dit, tout le monde est dans la rue avec le t-shirt de la sélection brésilienne. C'est vraiment une révolte très forte et Bolsonaro n'acceptera jamais. Un très proche de Bolsonaro, qui était le directeur de Palmares, qui est un centre de protection de la négritude, entre guillemets, il a exprimé dans un tweet il y a une demi-heure que Bolsonaro ne reconnaîtrait jamais la victoire de Lula parce que c'est une fraude. Et donc lui, il est très proche de Bolsonaro. Donc s'il le dit ça, c'est que réellement Bolsonaro est au courant des fraudes. Et Bolsonaro l'a répété aussi qu'il y a eu des fraudes. Il l'a répété lors de son discours il y a une demi-heure. Il l'a répété tout au long de la campagne, il se plaignait des machines de vote, etc. Mais avant de passer aux machines de vote, juste en termes de statistiques, là, donc on remarque ici des statistiques absolument invraisemblables. Hein, c'est à peu près comme aux États-Unis, c'est-à-dire que ce sont des descentes. Vous voyez en bleu la ligne Bolsonaro, qui est une descente linéaire sans aucun soubresaut. Et vous avez en rouge la montée de Lula sans aucun soubresaut. Ça, ce sont des impossibilités statistiques, c'est-à-dire que, on le voit aussi ici, la montée quasi linéaire de Lula. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu avec les machines Dominion, c'est-à-dire que ce sont des progressions qui sont gérées par algorithme. C'est-à-dire qu'on donne pour tous les votes, on donne genre 1,2 à Lula et 0,8 à Bolsonaro, et ça produit une progression quasi linéaire. On le voit ici sur les résultats électoraux, c'est-à-dire que immédiatement au début, on a en vert 2 résultats qui sont en faveur de Bolsonaro, et après ça, la totalité des résultats, la totalité de la progression en faveur de Lula, ce qui est statistiquement, encore une fois, statistiquement impossible. J'ai le clip d'un individu qui montre justement l'impossibilité de ce genre de résultats. Je vous montre ça. Bolsonaro starts off here, and Lula's down here, and gradually they start. It's mathematic. Every precinct all day has an algorithm. 51.
Donc, Bolsonaro commence en haut et il y a Lula qui commence en bas. Et là, vous voyez la progression linéaire, c'est-à-dire que chacune des circonscriptions a un algorithme qui donne 51-49, 51-49, 51-49, ce qui vous donne une ligne littéralement droite, une ligne mathématiquement impossible dans la réalité, là, parce que normalement, il y aurait des soubresauts, des hauts, des bas, etc. Mais là, vous avez une ligne littéralement droite vers la victoire. 49, 51-49, or 52. In other words, they figured out what the gap was. Donc, ils ont regardé au début quelle était la différence entre Bolsonaro et Lula. Il y avait un écart de X. Et là, ils ont rentré dans les machines exactement le nombre qu'il fallait pour arriver à la fin à une victoire serrée. C'est exactement le même stratagème qu'aux États-Unis avec Trump. And it just consistently goes through. And that's where these guys, the mathematicians, are saying it's impossible. Et les mathématiciens disent que c'est impossible. Et là, rappelez-vous, juste avant de continuer avec Antoine, rappelez-vous ce que je vous avais dit lors de l'élection française, l'élection présidentielle française. Je vous avais parlé de fraude électorale statistique et je vous avais dit que Macron était, lors du premier tour en 2017, avait eu une progression linéaire. Regardez ici, vous voyez par exemple Mélenchon, je veux juste faire la démonstration. Mélenchon ici, les points bleus, c'est ses résultats. La ligne noire, c'est une progression linéaire. Les points bleus, c'est les résultats de Mélenchon. Donc, il commence avec un point un petit peu en bas de la moyenne. Après ça, il est dans la moyenne. Après ça, il monte un petit peu en haut et il finit un petit peu en bas. Même chose avec Marine Le Pen. Elle commence très fort, un petit peu en haut de la moyenne, et elle finit le point bleu à la fin. Elle finit beaucoup en dessous de la progression linéaire. Macron, lui, lors du premier tour de l'élection française en France, est exactement dans la ligne, c'est-à-dire qu'il a une projection linéaire, une progression linéaire dans le temps, et c'est exactement ce qu'on constate avec Lula, c'est-à-dire que c'est une progression mathématiquement impossible. Alors, il y a autre chose là-dessus, donc peut-être juste obtenir le commentaire d'Antoine là-dessus. Oui, je voulais aussi rebondir sur un autre point, même avant cela, il y a le tribunal supérieur électoral ici au Brésil qui a fait un rapport à la police fédérale en expliquant qu'un hacker était resté durant 8 mois dans le système avec un identifiant et un password d'un des ministres qui n'a pas été révélé. Et donc, le tribunal supérieur électoral va discuter avec la police fédérale pour qu'elle puisse enquêter. Une fois que la police fédérale recherche, commence à vouloir enquêter, le tribunal supérieur électoral affirme que les logins, donc tout ce qui est l'historique des ID à l'intérieur du système ont été effacés par une entreprise tertiarisée. Donc c'est très bizarre et c'est très inquiétant, et donc la police fédérale n'a pas pu poursuivre l'enquête. Donc pour que les gens comprennent, le tribunal supérieur électoral, c'est l'organe qui gère toutes les élections, qui prend les décisions, qui gère toutes les élections. On va revenir tout à l'heure à qui dirige ce tribunal supérieur électoral. Vous me dites que le système électronique de ce tribunal-là, de la haute instance électorale au Brésil, a été piraté pendant 8 mois. Il y a quelqu'un qui a eu accès à toutes les données à l'intérieur, etc. Et quand la police a finalement commencé à enquêter, le tribunal lui-même a effacé toutes les données. C'est ça que vous me dites? Voilà, une entreprise tertiarisée par le tribunal a effacé toutes les données pour justement effacer toutes les preuves et cacher les preuves. Donc, on pense que cela a été commandité et donc c'est quelque chose de très étrange et sur lequel la police fédérale n'a pas pu. Mais ça montre déjà justement que ce système est très facile d'être hacké. Et que le système n'est pas du tout sûr, alors que le tribunal supérieur électoral continue de répéter que c'est un système très sûr, que c'est un système très transparent. C'est ça. Donc, pour que les gens comprennent, c'est comme si le système électoral du ministère de l'Intérieur en France avait été piraté, et c'est comme si le système électoral d'Élections Québec avait été piraté pendant 8 mois, et quand la police commençait à enquêter sur la fraude à Élections Québec, eh bien, toutes les données étaient effacées. Vous comprenez, c'est ça. Et là, dites-nous donc, qui dirige ce tribunal électoral supérieur? Oui, et donc, c'est Alexandre de Moraes, je vais expliquer un petit peu le personnage. Et Bolsonaro, sur ce hacker, il avait fait énormément de conférences de presse justement pour montrer que le tribunal supérieur électoral ne pouvait pas garantir la sécurité des élections. Donc Bolsonaro a fait toute une conférence de presse sur ça. Voilà. Alors le directeur du tribunal supérieur électoral, c'est Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes
c'est un personnage très sinistre qui était l'avocat du PCC. Le PCC ici, c'est une organisation mafieuse de narcotrafiquants. Donc c'est un personnage qui baigne dans le blanchiment d'argent, qui baigne dans la drogue. C'est un personnage qui blanchit aussi des meurtriers. Donc comment quelqu'un avec un dossier aussi chargé peut se retrouver en charge des élections? Il est justement avec ses amis parce que Lula, lui aussi, est l'ami des narcotrafiquants. Lula a été reçu dans une favela à Rio de Janeiro avec le bonnet de CPX, qui sont les sigles des trafiquants locaux, alors que Tarcísio Gomes, qui était le candidat maintenant élu comme gouverneur de Sao Paulo, il est allé dans la favela de Paraisópolis, il a été reçu avec des coups de feu. Donc on voit bien de quel côté sont les bandits, de quel côté sont les mafieux, le crime organisé, ils sont du côté de Lula. Et Lula a de très bons rapports avec le chef du PCC à l'intérieur même de la prison, a donné son vote pour Lula, sachant que ici les prisonniers peuvent voter. Et on a beaucoup de vidéos de prisonniers qui font la fête lorsque Lula a fraudé en apparaissant premier de ces élections. Et tous les prisonniers se filmaient en chantant, en applaudissant. Donc ce dirigeant du tribunal supérieur électoral est un défenseur de cette mafia, de ce crime organisé et du parti de Lula. Et je pense qu'il est intervenu à quelques reprises pour empêcher les enquêtes, pour bloquer des initiatives de vérification du vote, si je ne me trompe pas. Il a fait même plus que ça aussi. Il a fait de la censure envers certains députés fédéraux comme Daniel Silver. Il l'a même emprisonné, il lui a donné des amendes alors que ce député était simplement en train de donner son opinion. Ce député a exposé ce que je viens de vous dire, le fait que Alexandre de Moraes appartient au crime organisé, les a défendus comme avocat. Et donc, ce Alexandre de Moraes censure, Alexandre de Moraes a voulu empêcher aussi la police fédérale de vérifier ce qu'il y avait dans les coffres des voitures durant l'élection. La police fédérale on peut le montrer après avec des images. Ils ont fait l'appréhension d'énormément d'argent pour l'achat des votes, des millions et des millions. On a des centaines de millions dans différentes voitures qui ont été saisies. Et justement, ce directeur du tribunal supérieur électoral voulait empêcher la police fédérale de faire son travail. Donc on a vraiment une défense du crime ici. Une défense du crime, une défense de la corruption, une défense de la fraude, une défense institutionnelle de la fraude. Ça, c'est une coche en haut des États-Unis quand même, là. On va montrer aux gens de quoi il s'agit exactement. Donc c'est ça ici, ce sont la police au Brésil qui a procédé à des perquisitions dans les voitures, etc. Ils ont trouvé des millions et des millions de billets, comme avec aussi, dans certains cas, des dépliants, des pamphlets pro-Lula, etc. C'est ce que vous me disiez hors d'onde. Oui. C'était donc dans tous les médias. Il y a Alexandre de Moraes qui est intervenu pour empêcher la police de faire son travail et d'aller faire ses perquisitions dans les voitures. Ça, c'est de l'achat de vote, c'est de la fraude. Exactement, mais ils ont l'habitude de faire ça tout le temps dans certaines régions. Et le directeur de la police fédérale est resté droit dans ses bottes. Il a dit devant les médias qu'il n'accepterait pas du tout d'être menacé par Alexandre de Moraes et qu'il allait continuer de faire son travail et que c'était normal d'arrêter des voitures et de vérifier ce qu'il y avait dedans. Donc énormément de millions qui ont été pris. Il y a beaucoup de vidéos aussi qui circulent de personnes une fois après avoir voté recevant des liasses et des liasses de billets. Et on a aussi un point important, le parti de Lula, le PT, qui demandait la prison directement et la démission de ce directeur de la police fédérale qui faisait simplement son travail en arrêtant des voitures, en empêchant la corruption, en empêchant l'achat de vote. Eux, du PT, du parti de Lula, voulaient la démission et voulaient même la prison. Donc on a le tweet, un screenshot qu'on a sur Twitter qui est disponible aussi. Donc vous pouvez regarder, le parti de Lula demandait la prison de ce directeur de la police fédérale qui faisait son travail et qui avec l'appréhension de... C'est celui-là ici? Ou celui-là? C'est celui d'en bas, voilà. Oui, mais c'est la même chose. Il y en a un autre, peut-être pas celui-là, mais voilà. Ça, c'est Monica Bergamo. Monica Bergamo, c'est une journaliste qui est en faveur du PT.
elle explique qu'Alexandre de Moraes, il donne 4 heures au directeur de la police fédérale pour expliquer pourquoi elles font des opérations suspectes, comme si c'était suspect, alors que non, c'était pas des opérations suspectes de la police fédérale. Ce sont des opérations d'appréhension d'argent liquide, des millions et des millions dans les voitures. Donc c'est surtout qu'ils trouvent, ce ne sont pas juste, ils n'y vont pas au hasard, voilà. C'est-à-dire qu'ils en trouvent de l'argent. On a montré les images, là, ça a fait le tour du monde. Donc, ces images-là ont fait le tour du monde. Et donc, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je pense, il y a des gens qui, comme au Québec, c'est-à-dire que des gens qui se présentent dans des bureaux de vote et on leur dit qu'ils ont déjà voté. Il y a d'autres aspects de la fraude comme ça. On a la vidéo, justement, d'une étudiante. Vous nous traduirez par la suite exactement ce qu'elle a dit. Ouais. Mais je pense que c'était... Elle disait qu'elle était allée voter et on lui avait dit qu'elle avait déjà voté, comme au Québec, là, style par anticipation, que son nom avait déjà été rayé et qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans cette situation-là. Oui. Comprovante de votação está aqui, e aí chamaram o pessoal da Justiça Eleitoral e ela falou que isso não está acontecendo só comigo e que eu não poderia votar hoje, que era para eu pegar o meu ticket e justificar, colocar na Justiça Eleitoral um boletim de ocorrência. Eu disse que eu não ia pegar o meu ticket porque eu não tinha votado e que ia procurar meus direitos, mas eu só saía daqui com o meu voto. E conta comigo, a gente só sai daqui quando... Alors, elle vient d'expliquer qu'elle n'a pas, normalement, on a un reçu qu'on a fait le vote et donc elle s'est présentée dans le bureau de vote pour aller voter. Et à ce moment-là, ils lui ont dit qu'elle avait déjà voté. Donc, elle a trouvé ça très étrange. Elle demande comment ça se fait. Elle demande, elle n'a pas de ticket de reçu. Elle vient d'arriver à l'instant. Et la responsable aussi du guichetier, ça c'est très important, lui a dit que il y a énormément de personnes qui sont dans cette situation. Et on a énormément de vidéos qui circulent aussi là-dessus sur Twitter. Donc, elle n'est pas la seule. Il y a énormément de personnes qui se sont présentées pour aller voter. Et une fois qu'ils sont reçus, on leur dit qu'ils ont déjà voté. Donc, alors que l'abstention a énormément baissé par rapport au premier tour, c'est extrêmement bizarre. Cette manipulation de vote, ça c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment faire attention. Ça arrive dans énormément de pays. Donc, on a vécu exactement la même chose ici il y a quelques semaines au Québec. Exactement. Les gens se sont présentés, il y a des quantités de personnes qui se sont présentées. On leur a dit qu'ils avaient déjà voté, etc., etc. Donc, on comprend un peu comment la fraude peut se produire. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a eu de l'obstruction systématique. Il y a des régions entières du pays qui n'ont pas reçu la publicité électorale du camp Bolsonaro. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé avec les radios. Oui. Exactement, c'est le tribunal supérieur électoral qui dirige tout, qui lui aussi est responsable pour envoyer les propagandes électorales pour différents médias, et il était responsable d'envoyer la propagande électorale pour les radios, et les radios se sont manifestées parce qu'elles n'ont pas reçu la propagande électorale pour Bolsonaro, elles ont reçu la propagande électorale seulement de Lula, et durant à peu près 59 jours, on a simplement la propagande électorale pour Lula qui passe durant énormément de radios. On a des centaines de milliers d'insertions radio qui n'ont pas été faites, et le responsable de la communication de Bolsonaro s'est manifesté sur ce point-là. Il a exposé en conférence de presse, mais ça c'était entre le premier et le deuxième tour, donc c'était déjà un peu tard, et il avait demandé justement une enquête. Il a demandé l'intervention du Suprême Tribunal fédéral. Le problème, c'est que ce Suprême Tribunal fédéral, il a été nommé en sa majorité par Lula et Dilma. Donc c'est compliqué aussi. Donc ils ont rejeté forcément ce point-là en disant que c'était simplement une erreur. Oui, avec eux c'est toujours simplement une petite erreur, c'est sûr. C'est toujours le même discours. Il y a aussi toute la question des machines de vote. Moi, j'en ai parlé après le premier tour. Il y a Bolsonaro qui se plaint, comme Trump, il se plaint de ces machines de vote depuis des mois en disant qu'il y a une fraude potentielle avec les machines de vote. Et on remarque avec les machines de vote, les machines de vote, c'est ce qui permet la progression par algorithme linéaire qu'on a vu. Les impossibilités statistiques, là, c'est le genre de truc qu'on voit avec des machines de vote. On a une image ici, genre, il y a des gens qui disaient justement qu'ils allaient voter, comme aux États-Unis, qui prenaient des vidéos, ils essayaient de voter Bolsonaro et ça n'enregistrait pas le vote, comme pour Trump. Et c'est toujours du même côté. Tout à fait.
elle essaie de voter Bolsonaro et ça n'enregistre pas. Même aussi avant pour les sondages, et pour revenir aussi un petit peu auparavant, sur les sondages aussi qui étaient achetés, par exemple comme Datafolia qui a eu des liens avec le PT, ça a été prouvé, le parti de Lula qui a acheté cet institut de sondage. Et on a certaines personnes aussi qui se faisaient interroger dans la rue justement pour savoir pour qui ils allaient voter. Et lorsqu'ils demandaient à la personne qui leur posait les questions de leur montrer à la fin ce qu'ils avaient coché, ces personnes-là ne voulaient pas montrer ce qu'ils avaient coché, ne voulaient pas montrer ce qu'ils avaient rentré. Donc on a aussi des points intéressants là-dessus. Et ce qui est encore plus incompréhensible de ces machines de vote, ce sont de vieilles machines, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas de trace papier. Aux États-Unis, après avoir voté, je pense qu'on reçoit une trace papier, alors qu'au Brésil, si on veut vérifier son vote ou quoi que ce soit, c'est parti dans le système et on n'a aucune façon de vérifier, il n'y a aucune trace papier. C'est bien ça? Tout à fait. Alors Bolsonaro, justement, depuis qu'il est président, déjà en 2018, il dénonçait ça et il demandait justement un reçu, c'est-à-dire une fois qu'on a voté, on peut observer la différence entre ce qui est sur le papier et ce qui a été fait électroniquement, parce que seulement en cliquant sur une machine, on ne sait pas où va notre vote, on ne sait pas où il est comptabilisé. Il y a une salle coffre dont on n'a pas accès. Le tribunal supérieur électoral lui-même avait demandé à l'armée, il avait invité l'armée à pouvoir analyser ce système électoral, ce système électronique de vote. L'armée a fait tout un rapport de 100 points, à peu près 100 points, même plus de 100 points d'amélioration. Et le tribunal supérieur électoral, au final, n'a pas du tout voulu appliquer aucune de ces points d'amélioration, aucune de ces points qui étaient questionnés. Et donc, ça, c'est vraiment, en termes de sécurité, c'est terrible. À partir du moment où la tête de la commission électorale est corrompue et contrôlée, je veux dire, après ça, tout le reste est vicié, hein? C'est-à-dire que tout tout coule de source. Et il y a eu justement un employé du tribunal supérieur électoral qui a été viré par Alexandre Dumoraes, donc il a demandé sa démission parce que justement cet employé qui a ensuite confessé à la police fédérale, depuis des mois et des mois, il disait qu'il y avait des irrégularités, mais ses supérieurs ne faisaient rien. Et donc, il a expliqué, il a donné son rapport, etc. Et c'est lui qui a expliqué aussi que concernant les radios qui ne recevaient pas la propagande électorale de Bolsonaro, il l'avait reporté plusieurs fois au-dessus à ses supérieurs, mais rien n'était fait. Donc, il y a vraiment un blocage de la hiérarchie pour bloquer et pour favoriser Lula plutôt que Bolsonaro. Donc, sur tout le processus électoral, que ce soit au niveau des sondages électoraux, que ce soit au niveau des pubs, des propagandes électorales à la radio, que ce soit aussi les médias appareillés, on a CNN ici qui est comme CNN des États-Unis, on a tout un ensemble de médias mainstream qui sont totalement contre Bolsonaro depuis le début et qui voulaient son impeachment aussi comme Trump depuis le début sur de faux objets. Ils n'ont jamais réussi. Mm-hmm. Donc, il y a tout ça. Donc, ce qu'on a remarqué en plus, il y a des personnes, des mathématiciens qui se sont penchés en plus sur les résultats de l'élection au Brésil et qui disent que les résultats ne suivent pas la loi de Benford. Un forensic expert suggest mathematical red flags in the first round of Brazilian presidential election, cites Benford's Law. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la loi de Benford, la loi de Benford, c'est une loi en statistique qui est capable de déceler la fraude et qui est utilisée aux États-Unis par les agences de police et aussi par le service du revenu pour débusquer les fraudeurs. Alors, c'est ce que Mike Lindell en avait parlé ici dans son film Absolute Proof. J'en avais pas parlé justement, ça fait plusieurs fois que je vous dis que quand c'est trop compliqué, que c'est de la statistique, je n'en parle pas, mais il avait montré justement dans une centaine de comtés, de circonscriptions aux États-Unis, le fait que la loi de Benford avait été violée, c'est-à-dire qu'il y avait des incohérences statistiques qui montraient que le vote était fort probablement frauduleux. Mike Lindell avait fait tellement de bruit avec ça que ça avait même été fact-checké par Reuters. Reuters qui dit une déviation de la loi de Benford n'est pas une preuve de fraude électorale. Mais si vous lisez l'article, encore une fois, il y a le titre et puis après ça, il y a le corps du texte. Si vous lisez l'article de Reuters, le fact-checking, ils interrogent des spécialistes. Évidemment, on s'entend qu'ils ont choisi leurs spécialistes, mais on dit
First, I'd like to stress that Benford's law cannot be used to prove fraud. Donc, ce n'est pas une preuve de fraude. Hein? C'est seulement it's only a red flag test that can raise doubt. Okay? C'est un drapeau rouge qui permet de semer le doute. Et il y en a, avec justement l'élection américaine, la loi de Benford a été violée à peu près partout, en fait dans une centaine de districts congressionnels, comme l'a montré Mike Lindell ici. Et le verdict, c'est pour nous dire que non, ce n'est pas une preuve de fraude. Ce n'est pas une preuve absolue de fraude, mais c'est des drapeaux rouges partout. C'est ça la différence ici. The degree to which Benford's law can be used as an indicator of electoral fraud has been debated by academics. Hein? Donc, le niveau à partir duquel la loi de Benford peut être utilisée comme un indicateur de fraude électorale est débattu chez les scientifiques. Okay? Donc, rules that leading digit vote tallies is problematic and apparent deviation from the law cannot be used to prove electoral fraud. Donc, on ne peut pas l'utiliser comme pour prouver la fraude électorale, mais ça soulève les doutes. Et là, ici, encore une fois, c'est la même chose qu'aux États-Unis. La loi de Benford a été violée à plusieurs reprises au Brésil. Et je vais juste finir cette parenthèse-là en disant qu'au Québec, il y a une dame qui m'a écrit en montrant, en statistique à l'appui, que la loi de Benford avait été encore une fois violée lors de l'élection. J'ai oublié de la mettre, je le montrerai lors du prochain webjournal. La loi de Benford avait été violée au Québec lors de l'élection du 3 octobre. Et donc, ça devrait comme soulever des drapeaux rouges, des doutes partout sur le résultat électoral. Cette dame-là a écrit à Élection Québec et Élection Québec lui a répondu. Elle m'a tout envoyé ça en courriel. Élection Québec lui a dit qu'elle ne pouvait pas faire de recherche en utilisant des statistiques comme ça et ça lui prenait un verdict juridique de la part d'un juge, etc., pour agir. Mais c'est la même chose. Loi de Benford violée aux États-Unis, loi de Benford violée au Brésil, loi de Benford violée au Québec. Alors, en France aussi, comme vous l'avez montré, oui, elle a dû être violée dans énormément de pays. On a une augmentation linéaire. C'est vraiment très, très étrange et ça reflète pas l'appui populaire qu'il avait. Donc, c'est terrible. C'est vraiment frustrant. C'est pour ça que les gens sont dans la rue aujourd'hui et vont le rester jusqu'à demain. Donc, et c'est juste que c'est tellement gros, et étant donné que c'est des statistiques et des mathématiques, ça décourage les gens. Ils savent qu'ils peuvent s'en tirer avec de la fraude comme ça parce que c'est beaucoup de statistiques et de mathématiques pour la prouver. Et tu sais, des linéarités, etc. Et pour la plupart des gens, ça prend quelque chose de très, très, très... un jugement d'un tribunal, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe demain? Donc, l'armée doit produire un rapport demain. Oui, l'armée devait déjà produire un rapport qui allait sortir cette semaine. Et donc, demain, c'était prévu. Hein, c'était avec le tribunal supérieur électoral aussi. Ils avaient averti avant. Donc, c'est pas quelque chose qui est pressé, qui va sortir maintenant. C'est quelque chose qui était prévu bien avant, qui était dans l'agenda. Et donc, demain, avec ce rapport, on espère que Bolsonaro va montrer à tous la fraude, hein, parce que c'est un rapport vraiment bien élaboré. Et on espère que l'ordre soit rétabli. Normalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est un tribunal militaire, hein, donc qui va juger tous ceux qui ont participé à cette fraude. Donc, on a évoqué certains éléments comme la fraude sur la radio. Il y a plusieurs éléments qui vont rentrer dessus. Là, on parle de rapport ou de tribunal militaire, là? C'est-à-dire que comment s'articulent les deux, là? Le rapport, c'est un rapport militaire, donc ce sont les militaires qui sont en train de faire ça. Et lorsque ce rapport sera présenté, il va y avoir un tribunal militaire, j'espère, qui va montrer ça et qui va. J'espère. Bolsonaro, voilà. Si le rapport ne s'est pas exprimé sur le sujet, ouais. Si le rapport montre de la éléments. On a montré justement qu'il y a des éléments très inquiétants et très suspects, comme l'algorithme qu'on a expliqué. Il y a aussi ce système des radios qui n'ont pas diffusé la propagande électorale de Bolsonaro. Et sur ce point-là, Bolsonaro a dit qu'il allait recourir. Il a déjà demandé au tribunal supérieur fédéral d'intervenir, mais le tribunal supérieur électoral a laissé de côté. Mais Bolsonaro veut recourir à nouveau. Donc, c'est pas fermé, c'est pas un chapitre fermé.
il n'a pas laissé encore Lula devenir président et il ne veut pas le faire pour le moment. Donc on attend que ça sorte encore demain, et demain on aura énormément plus d'informations pour voir ce qui va se passer par la suite. Mais déjà, lors de son discours aujourd'hui, Bolsonaro a réitéré qu'il y a eu la fraude. Donc ça, c'est un premier point. Il a expliqué à nouveau qu'il y a eu la fraude dans les radios, qu'il y a eu une fraude aussi lors de l'élection. Justement, il n'a pas donné les détails aussi pour pas donner trop de billes à ses adversaires. Et il est resté dans la Constitution, c'est-à-dire qu'il a expliqué qu'il respectera toujours la Constitution. Il a rappelé aussi aux manifestants de manifester pacifiquement, mais il n'a pas démenti le fait que les élections étaient clean, que les élections s'étaient passées de façon sécurisée. Non, il a justement réitéré qu'il y avait eu des fraudes. Et donc, on attend demain plus d'informations dessus, quoi. Mais c'est sûr que les fraudeurs ont tout intérêt à dire que les élections sont justes et honnêtes. C'est certain que si on veut frauder l'élection, c'est ça. Et comme pour Trump, ouais. Et comme pour Trump avant, ils ont demandé plusieurs fois à Bolsonaro, est-ce que si vous perdez, vous allez laisser votre poste? Est-ce que si vous perdez, vous avez laissé votre poste? Justement pour finaliser tout ça et pouvoir le retirer. Mais il a toujours dit que si les élections ne sont pas dans des bonnes conditions, si les élections sont frauduleuses, il ne reconnaîtrait pas. Il avait déjà dit aux médias avant. Évidemment, c'est exactement la réponse qu'on doit donner. Et c'est la question qui a été posée ici au Québec à Éric Duhem. Est-ce que vous allez reconnaître le résultat des élections? Il a dit oui. Mais évidemment, c'est toujours oui si elles sont justes. Et là, il y a, comme au Brésil, il y a énormément d'irrégularités dans les élections au Québec. Et c'est-à-dire qu'il faut au moins qu'il y ait une enquête. Mais ici, il n'y a personne au sein du Parti conservateur qui se pose la question de l'intégrité électorale, comme si personne ne pouvait être acheté, comme si le processus était comme absolument honnête et transparent, alors qu'il y a énormément de témoignages d'irrégularité. Donc, c'est quelque chose qu'on voit partout dans le monde, hein. Le mot de la fin, Antoine Bachelin-Sénat? Alors on croise les doigts pour que la justice soit faite demain, mais connaissant le caractère de Bolsonaro et regardant les différents tweets de son entourage, on arrive à voir que jamais il ne va accepter, il ne va concéder. Et le peuple aussi se réunit de plus en plus. On voit que les manifestations dans la rue et les blocages augmentent de plus en plus. Donc ça, c'est un point très important. Et on a des vidéos aussi où la police se joint aux manifestants, leur dit qu'ils sont du côté des manifestants. Donc ça, c'est des vidéos très importantes. Et leur demande de continuer. On a même un policier qui nous dit attendez 72 heures, attendez. Et justement, ces 72 heures, on sait que c'est dans 72 heures, depuis les élections du deuxième tour, que va sortir ce rapport de l'armée sur les fraudes. Donc, on a différents points qui sont bien compris par la population. Les manifestations qui augmentent et le fils de Jair Bolsonaro, un des fils, Eduardo Bolsonaro, il y a un audio qui a circulé pas mal sur les réseaux sociaux. Il demande aux populations de manifester de plus en plus, de se réunir de plus en plus, de faire des manifestations plus grandes que lors du 7 septembre, qui est la date de l'indépendance du Brésil. Donc, on a des manifestations qui vont s'intensifier, je pense. D'accord. Voilà. Alors, on va regarder ça avec attention, ce qui se passe demain. Antoine Bachelin-Sénat, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission de Radio-Québec. On aura peut-être l'occasion de se reparler s'il y a des événements, si les événements se bousculent au Brésil. Alors, si vous voulez retrouver Antoine Bachelin-Sénat, il a son blog ici sur antoinebachelin-sénat.com. Il y a aussi son livre que vous pouvez trouver sur Amazon. Ici, Bolsonaro, les mythes et les mensonges. Bolsonaro de Myth and Lies. Voilà, c'est ce qui conclut cette édition du Web Journal de Radio-Québec. Merci à tous ceux qui ont fait une contribution et on continue à regarder donc les événements à chaud au Brésil. On fera peut-être une autre émission cette semaine. Sinon, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Allez, salut tout le monde!